Voilà, c'est comme ça qu'on fait un film Astérix, bordel. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Contrairement à d'habitude, il n'y aura que des spoilers dans cette vidéo car je pars du principe que tout le monde a vu ce film et si on ne l'avait pas vu, foncez le voir et revenez après. Après avoir vu le catastrophique Empire du Milieu qui est sorti la semaine dernière, j'avais un peu peur de revoir Mission Cléopâtre parce que j'avais peur de beaucoup moins apprécier le film. C'est un film que j'ai beaucoup vu à la télé quand j'étais gosse et adolescent, mais bon, c'était il y a un moment déjà. Est-ce que le film va survivre à un revisionnage? On va en parler tout de suite, mais avant, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. CyberGhostVPN me permet de regarder plein de films super cool sur plein de plateformes de streaming. Vous le savez, on a le pire catalogue Netflix de quasiment tous les pays du monde. On a 2 fois moins de contenu que nos voisins européens et ça c'est pas normal. Et on n'a même pas accès, comme nos voisins européens, à HBO Max pour voir d'incroyables films comme Le Menu qui sont déjà dispo. Avec un VPN, vous avez la meilleure bibliothèque Netflix imaginable et en plus la meilleure plateforme de streaming HBO Max. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN que ce soit à l'université, à l'hôtel ou à la bibliothèque. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total et c'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser en quelques clics, c'est fait. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien en description dans le compte épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 4 mois gratuits plus 83% de réduction. Foncez sur l'offre. Donc, est-ce que ce film a survécu à un nouveau visionnage? Il faut savoir une chose à propos de moi, c'est que je suis pas un énorme fan d'Astérix, des BD. Je les connais un petit peu, mais c'est pas le genre de BD que je lisais quand j'étais gamin. C'est pas spécialement ma génération non plus. Moi, c'est plutôt la génération film Astérix. Et j'aime bien aussi le film Astérix contre César. Je le trouve vraiment sympa. Et les autres d'après, je crois qu'il y a quoi, Au service de Sa Majesté et les Jeux Olympiques, je les trouve catastrophiques. Je sais pas si je les trouve aussi catastrophiques que l'Empire du Milieu, parce que l'Empire du Milieu, c'est vraiment de la merde. Mais en tout cas, dans ces deux films-là, il y a de bonnes idées et je pourrais plus ou moins les défendre. L'Empire du Milieu, je n'ai rien à défendre. Vraiment. Et c'est un choc, croyez-moi, de passer de l'Empire du Milieu à Mission Cléopâtre. C'est n'importe quoi. Juste en termes de mise en scène, tout simplement. Dès le début, t'es plongé dans l'Égypte avec plein de plans qui ont l'air d'être pris en Égypte, avec un côté grandiose. On te montre ces décors, ces palais, ces statues, ces grandes pièces, une musique symphonique, le Nil, ces rivières, ces oasis. Vraiment, on voit tout et à ce côté grandiose. Il y a une sorte de crescendo dès le début avec la musique, les décors, tout est orchestré pour te donner ce côté énorme dès le début. C'est un truc qui existe dans tout le film d'ailleurs et on n'est pas à n'importe quel endroit. On est en Égypte, bordel. Et ils mettent bien en avant l'Égypte. Dans l'autre film à la con là qui est sorti la semaine dernière, la Chine, nul à chier. Là, t'es dans l'Égypte, tu le sens, t'es à fond dedans dès les premiers instants. Et ça, c'est fou. Parce que c'est un film qui a été fait par un vrai réalisateur. Donc, il profite clairement des décors gigantesques qu'avait le film. Il faut savoir qu'à l'époque, le film a coûté 50 millions d'euros. 50 millions d'euros en 2002, c'est l'équivalent de 69 millions en décembre 2022. Donc, l'Empire du Milieu et Mission Cléopâtre ont plus ou moins le même budget. Si vous regardez la mise en scène, les décors, vous voyez que la différence est folle. D'un côté, on a payé les salaires, de l'autre côté, on a payé le film. Mais bref, il y a des idées de mise en scène. Je trouve que c'est un film qui est assez original dans ses transitions, dans la manière dont il montre le grandiose. Ces pyramides, ces palais, ces sarcophages, vraiment on les voit en grand. C'est filmé en contre-plongée pour te montrer l'énorme taille de ces objets. Et quand il n'y a pas d'objet, c'est vide. On voit le désert au loin, tu vois qu'il y a quelque chose qui est titanesque, mine de rien. Il y a ces grands vistas avec une caméra stable, mais pour les dialogues, il y a aussi la caméra épaule. Pas que pour les dialogues, mais pour les scènes d'action. On n'est pas juste sur une caméra stable et dans les dialogues, c'est pas des champs contre champs. Les personnages bougent, sont actifs, la caméra aussi, il y a des idées à tous les plans presque. Peut-être pas des idées de mise en scène à tous les plans, mais en tout cas des idées de scénario à tous les plans, on en parle après. Il y a 2 moments en animation qui sont complètement différents et ça permet d'avoir quelque chose de plus original. Il y a aussi un moment documentaire dont on parlera après. Tu te sens clairement dépaysé, t'as pas l'impression que c'est un film qui a été fait par la France, parce que tous les films français sont faits en France. Là, t'as l'impression qu'ils sont allés partir filmer en Égypte. T'es dépaysé par le grandiose et c'est ça la force du film aussi. T'as cette belle musique orchestrale, presque féerique. Il y a un leitmotiv qui revient souvent. Même les effets spéciaux pour l'époque, honnêtement, ça passe. C'est pas fou, mais ça passe. Pour un film français du début des années 2000, c'est correct. Mais la grande force pour moi de Mission Cléopâtre, c'est qu'en fait, le film est sérieux. Il y a des vrais enjeux. C'est une histoire de vie et de mort, mine de rien, mais c'est aussi comique. Donc les situations sont relativement sérieuses, enfin quasiment tout le temps, mais c'est les personnages qui rajoutent cette sauce un peu humoristique. Chose qui n'existe pas vraiment dans le film récent, où t'as l'impression qu'il n'y a pas d'enjeu. Là, il y a des vrais enjeux, tu les comprends et c'est sérieux. Le film n'a pas peur d'être sérieux. Il y a des blagues à littéralement toutes les répliques, oui. Mais derrière tout ça, il y a un contexte. C'est sérieux.
sérieux, même si ça fait rire, il y a des vrais enjeux et ça c'est important. Et même au début du film, quand César te sort une blague sur le César Palace, ça passe parce que toute la scène c'est une engueulade conjugale qui est prise au sérieux. T'as d'un côté le mépris de César et de l'autre côté Cléopâtre qui veut prouver à quel point son peuple est grand. Du coup il y a un vrai enjeu réel qui au final est très banal, c'est juste une engueulade de couple qui va prendre des proportions grandioses. Cette engueulade de couple assez humoristique a des conséquences sérieuses et va être traitée plus ou moins au sérieux. On se moque jamais des enjeux et ça c'est important. À chaque fois qu'on parle de la construction de ce palais, parce que c'est l'histoire du film, c'est sérieux. Les personnages veulent finir ce palais à temps, c'est le but. C'est vrai que c'est un film qui est quand même assez culte parce qu'il y a beaucoup de scènes extrêmement mémorables qui sont faciles à citer, soyons honnêtes, parce qu'il y a beaucoup de répliques sur tellement de situations que c'est un film qui peut être cité dans toutes les situations. C'est normal que ce film ait été culte, déjà il a cartonné à l'époque évidemment, les gens s'en rappellent, mais c'est juste qu'il y a des phrases et des dialogues tellement faciles à retenir, tellement évidents, tellement presque bêtes, mais intelligents, j'en parle après, que juste tu t'en rappelles quoi. J'ai pas vu le film depuis des années et des années, au moins une douzaine d'années, et je me rappelle de tout le film parfaitement, de toutes les répliques, alors que je l'ai pas vu 10 fois dans ma vie quoi. Mais c'est juste qu'au fait c'est devenu un truc dans la pop culture parce qu'il était simple à citer et parce que le film était bien. Et ce qui est vraiment bien c'est la comédie. C'est avant tout une comédie, mine de rien, même s'il y a du sérieux, et il y a la comédie à tous les niveaux. Les jeux de mots sur César, je trouve qu'ils passent plutôt bien. Ils sont beaucoup moins ridicules que dans le film qui est sorti la semaine dernière. Vous allez comprendre à quel point le film de la semaine dernière a essayé de copier le film dont on parle aujourd'hui. Il y a une blague par phrase ou par plan. À tous les plans, à tous les moments, il y a une blague. Ça ne s'arrête jamais. Une blague, une phrase, une blague, un plan, c'est non-stop des blagues et ça marche plutôt bien. Pas tout le temps, on en parle après. Le narrateur fait des blagues, mais qui sont beaucoup moins gênantes que dans le film qui est sorti la semaine dernière. Ce sont des blagues qui sont un peu plus subtiles, certes, parce qu'ils enfoncent pas le clou là-dessus, quoi. Même le narrateur, il fait pas une narration complètement folle, complètement déjantée pour te dire des blagues. Il y a une phrase que j'aime beaucoup que le narrateur dit: le bâtiment allait finir à temps, ce qui était très rare pour l'époque. Ce qui a deux tranchants. D'un côté, ça rajoute du contexte pour l'époque, et d'un autre côté, c'est une blague sur aujourd'hui, comme si aujourd'hui les bâtiments ne finissaient pas en retard. Il y a plein de références historiques, mais vraiment beaucoup. Au début, on dit que Cléopâtre est grecque. Si t'es un gosse, tu fais même pas attention à ça. Mais quand tu sais le nombre de personnes qui pensent que Cléopâtre était égyptienne, alors qu'en fait elle est grecque, ça fait rire. J'adore les blagues sur les prénoms quand ils se trompent, surtout au lieu de dire Panoramix, quelqu'un dit THX et il dit juste après ça sonnait large. C'est une blague surtout de l'époque parce que je pense que les jeunes d'aujourd'hui connaissent pas THX, mais c'était le truc que tu voyais avant tous les films pour te dire que c'était du son THX. Il y a aussi une blague où ils disent Mathieu Kassovitz et Malcolm X. Enfin, c'est ridicule, mais moi ça me fait rire. Et dans le film de la semaine dernière, bah ces blagues-là marchaient beaucoup moins bien. Il y a les Love and Peace, Give Me a Kiss, Feu d'artifice. C'est con, mais à l'époque ça marchait bien. Dans la redite récente, c'est juste ringard et ça singe trop les films de l'époque. Ces blagues-là marchent bien parce que c'est le début des années 2000 et des jeux de mots comme ça pourris, tu peux en faire. En Big 2023, tu peux plus faire ça. Il y a plein d'anachronismes qui sont souvent drôles. Il y a plein de blagues sur les personnages en soi, sur leur personnalité qui marchent plutôt bien aussi. Et c'est la dichotomie entre sérieux et comique qui marche bien. Il y en a qui ont carrément peur de mourir et de l'autre côté d'autres qui en ont rien à faire et qui rigolent. Et c'est ça qui rend la situation drôle. Il y a des références cinéma, plein pour le coup, mais je pense que les deux plus évidentes, c'est celle à Jurassic Park et c'est la Star Wars. Il y a beaucoup de bruitages qui pour le coup, moi, me dérangent à certains moments car ils sont un peu gênants et à d'autres moments ils passent plutôt bien parce que ça rajoute ce côté BD, mais c'est mi-figue ou raisin pour le coup. Plein de blagues sur les décors, plein de blagues sur les musiques. Tiamo, je pense qu'on l'a tous en tête et on a grandi avec cette chanson aussi à cause ou grâce au film. Et ces moments musicaux, il y en a pas beaucoup, mais passent plutôt bien. Il y a des blagues sociales, bordel, il y a des manifestations, il y a une grève, il y a un syndicat dans le film, il parle des 35 heures en 2 jours par exemple. Ça parle de la méritocratie, c'est drôle, chose que les films d'après n'ont pas réussi à faire aussi bien. Et il y a même des blagues visuelles qui sortent de nulle part. Il y a un moment, il y a Charlie qui apparaît à l'image. C'est quand même con, mais ça fonctionne parce que c'est subtil en général. C'est un film qui fait des blagues stupides mais de manière volontaire, car ces personnages ne sont pas brillants non plus. Ça reste des Gaulois un peu bébêtes, ça reste un architecte un peu concon. Mais sachez qu'en parlant d'architecte, la blague de numéro bis sur la Roumanie a gâché mon enfance. En ayant grandi à l'école publique française, en ayant un accent et surtout en étant à moitié roumain, cette phrase sur la Roumanie, on me l'a sortie toute ma scolarité. En plus, j'étais en primaire quand le film est sorti, donc alors n'imaginez même pas à quel point on me le disait. Je lui en veux encore pour ça, vraiment. Après, il y a des blagues qui je trouve ne marchent pas. Toutes les blagues autour d'Itinéris, le fait que c'est un GSM, téléphone, peu importe, ne marche pas très bien. Je trouve que pour le coup, c'est trop années 2000 et ça a pas bien survécu et c'est juste pas drôle, je trouve tout simplement. Même à l'époque, je me rappelle en étant gosse, ça me faisait pas rigoler. Le moment Benny Hill, je trouve qu'il est ultra ringard et même à l'époque, c'était déjà has-been. La scène du Sphinx, elle est peut-être drôle pour expliquer justement pourquoi le Sphinx n'a plus de nez, mais en vrai, quand vous la
la regarder, on dirait un reshoot et on dirait qu'elle est complètement déconnectée du reste du film. Là où toutes les scènes ont un impact sur le reste du film, la scène du Sphinx n'a aucun intérêt. Et je crois que Chabat a souvent dit que s'il devait couper une scène du film, ça aurait été celle-là. La blague sur la langouste, je l'ai jamais trouvé drôle et ça montrait juste qu'en fait il n'y avait pas de budget pour filmer la baston. Et c'est pas grave au final, mais je trouve que ça casse le rythme et je trouve pas ça forcément intelligent. Ça te sort du film personnellement plus qu'autre chose. Je sais qu'il y a plein de gens qui défendent cette scène, je comprends pourquoi, mais pour moi ça ne marche pas. Quand t'es gosse, t'es frustré parce que tu vois pas la baston. Quand t'es adulte, tu sais qu'ils ont fait ça parce qu'ils ont pas de budget. Et je trouve qu'elle dure pas assez longtemps pour être vraiment drôle. Elle dure genre 10 secondes. La parodie Kung Fu, alors pour le coup, j'aime bien l'hommage, ok, mais je trouve que ça marche pas. Je trouve que c'est pas filmé de manière forcément très intelligente, ça casse un peu le rythme de l'œuvre, ça sort un peu de nulle part, et ça fait plus parodie qu'autre chose, là où le film avait un peu de chance dans le sens où il parodiait pas beaucoup de films, il y avait des références et tout, mais là c'est too much. C'est pas horrible, hein, mais ce côté animé Kung Fu, hommage aux années 70 et 90, je trouve qu'il marche pas du tonnerre. Évidemment, quand on parle d'humour, c'est encore plus subjectif, mais les scènes que j'ai citées là, pour moi, ne marchent pas très bien. Mais ce qui est fort dans le film, c'est les acteurs, tout simplement. Les acteurs sont drôles, sont charismatiques, tu vois qu'ils s'éclatent et en même temps ils sont à fond dans leur rôle, ils le prennent vraiment au sérieux et c'est des vrais acteurs quoi. Le film est plutôt bien rythmé, mais honnêtement, en le revoyant récemment, je trouve qu'il est un peu trop long. Dès qu'on passe à l'armée de César qui attaque le palais, je trouve que le rythme diminue, c'est moins drôle, le film s'essouffle un petit peu, c'est beaucoup moins intelligent et tu vois que les blagues sont arrivées à leur terme. Ça manque d'originalité et c'est un peu moins bien rythmé. C'est pas mauvais, c'est juste que bon, t'as un film qui est super dynamique sur 1h15, ça s'arrête pas, c'est drôle, c'est fun, le rythme comme ça, le film passe à une vitesse folle et la dernière demi-heure, c'est pas mal, ça a vraiment ralenti alors que ça aurait dû être à fond à ce moment-là quoi. T'as la grande bataille, t'aurais dû avoir ce moment-là. Et la fin arrive beaucoup trop vite et trop abrupte, ça s'arrête vraiment comme ça quoi. Heureusement que t'as les petites scènes de comédie post-générique parce que t'as l'impression que c'est une vraie conclusion, mais sinon ça va trop vite quoi. Je trouve la fin vraiment pas satisfaisante pour le coup. T'as l'impression qu'ils avaient plus d'argent et qu'il fallait finir le film vite. Mais après, ce qui est fort, c'est les personnages. Il y en a vraiment beaucoup, mais ils ont tous quelque chose. Comme je vous l'ai dit, du charisme. Alors quand tu vois Cléopâtre, Monica Bellucci, j'ai toujours peur de parler du physique des femmes sur ma chaîne YouTube. J'ai peur de me faire cancel. Mais bordel, soyons d'accord. Monica Bellucci, à l'époque, elle a son prime. Et quand t'es un gamin et tu la vois, tu comprends. Elle est clairement sexualisée, mais c'est le but, un peu. Un personnage comme ça aujourd'hui ne pourrait plus exister. Mais en plus de ça, en plus d'être certes sexualisée, elle est imposante, elle a une vraie prestance, elle est menaçante. En plus, elle est drôle, elle joue super bien. Elle a un côté un peu fragile aussi. À un moment, elle dit au personnage, tuez-moi, débarrassez-vous de moi. Il y a un truc qui est respectable par rapport à ce personnage-là, qui marche vraiment bien. Là où César, pour le coup, c'est un peu un raté, c'est un peu un cassos, mais lorsqu'il est avec Cléopâtre, il y a un truc, ils ont une alchimie. Certes, tout ce film, c'est une engueulade / blague conjugale, mais lorsque tu les vois à l'écran, tu comprends pourquoi ils sont ensemble. Il y a plein d'autres personnages que t'adores, hein. Caius C+, pour le coup, Dieudonné à son prime. C'est con, mais Dieudonné, il a détruit sa carrière presque tout seul. Au début des années 2000, et juste que sa fameuse polémique, il était trop fort, il était partout. Et là, dans le film, il est vraiment très bon, très drôle, comme d'hab. Gérard Darmon, à mon beau-fils, il est mesquin, drôle et méchant à la fois. Il a des bruitages, des petits mouvements et tout. Il est incroyable, ce gars. Pour moi, c'est l'un des gars les plus drôles du film. Il me fume à chaque fois. Otis aussi a le droit à ses moments un peu plus drôles, certes, mais c'est pour moi l'un des moments les moins mémorables. Oui, tu peux bien le citer, et c'est chiant pour le spectateur autant que pour le personnage, mais je trouve qu'il est un peu surcoté, honnêtement. Évidemment, Numéro bis porte plutôt bien le film, je trouve. Il a un côté un peu bon enfant qui marche bien, et il y a aussi ce côté où on apprend que c'est un mauvais architecte, et du coup, c'est un vrai défi pour lui, mais à la fin, il y arrive. Clavier en Astérix et Depardieu en Obélix, c'est le combo parfait. C'est le duo qui est excellent, et je dirais même le trio avec évidemment Panoramix. Ils ont tous de la personnalité. Certes, le but de l'histoire, c'est pas développer ces personnages, mais juste d'en donner assez pour les mettre dans des situations rigolotes. Et à la fois, ils ont tous un peu de développement quand même, un tout petit peu. Mais c'est pas le but de l'histoire, et t'acceptes ça très vite. Mais j'adore des trucs assez bêtes, comme Panoramix, qui est un peu amoureux de Cléopâtre. Pour conclure, c'est un film qui est quand même très drôle, qui est vraiment bien foutu, qui a pas très mal vieilli. Il y a quelques moments où ça a mal vieilli, faut être honnête. C'est un film qui ose se finir sur Snoop Dogg, mais ça marche bien. C'est un petit moment anachronique et ces moments drôles, la comédie. Il y a une vraie ambiance que je trouve vraiment réussie. Tout le monde s'est donné à fond, les techniciens, le metteur en scène, le scénario qui est génial. Oui, ça baisse un peu en rythme à la fin et ça aurait pu mieux se finir, mais oui, c'est pour moi le meilleur film Astérix et ça reste l'un de ces piliers de la comédie française et même du cinéma français pour une raison. C'est vachement bien. C'est pas parfait, mais c'est l'une des comédies les plus faciles à citer et les plus mémorables. Et c'est mérité, c'est pas comme si le film est nul quoi. De toute façon, les films nuls ne font pas souvent face au passage du temps. Donc juste pour l'amour qu'a l'équipe pour l'œuvre d'origine, pour leurs personnages, pour le film, ils ont une vraie proposition de cinéma de comédie, une parodie de Péplum, ça marche du tonnerre et je vous conseille encore aujourd'hui en 2023 ce film. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez d'Astérix Obélix Mission Cléopâtre, adorez-vous ce film ou pas, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.